Je garde l'idée maintenant que l'intellectuel est une création du 19e, oui, qui s'annonçait au 17e ou au 18e, mais une création du 19e, et il disparaîtra à la fin du 20e ou au 30e, je ne sais pas, mais il est fait pour disparaître. L'homme qui pense pour l'autre, ça n'a pas de sens. Si on revient à mon idée que tout homme qui est libre doit être commandé par personne que par lui-même, l'idée de penser pour d'autres est une idée absurde qui condamne l'intellectuel. Nous pouvons dire, et nous en avons le devoir, que du point de vue de son sens, telle prise de position pratique dérive de telle vision du monde fondamentale, si l'on est conséquent avec soi-même et donc honnête. Elle peut dériver d'une vision du monde unique, éventuellement de plusieurs, mais il est des visions du monde avec lesquelles elle ne peut pas s'accorder. Pour employer une image, en optant pour telle ou telle position, vous servez un Dieu et vous en enfoncez un autre. En effet, si vous restez fidèle à vous-même, vous en arrivez nécessairement à telle ou telle conséquence ultime, qui sont les implications intrinsèques de votre position. Tel pourrait être, en principe du moins, l'apport de la science. C'est là ce qu'essaie de nous offrir la philosophie comme discipline spécialisée et les réflexions de principe des autres disciplines qui sont par nature philosophiques. Si nous connaissons notre métier, nous pouvons ainsi contraindre l'individu, ou du moins l'aider, à regarder en face le sens ultime de sa propre action. Là encore, quand un professeur parvient à ce résultat, je suis tenté de dire qu'il est au service de puissances morales, le devoir de produire de la clarté et d'éveiller le sentiment de responsabilité. Et je crois que le professeur réussira d'autant mieux dans cette entreprise qu'il évitera soigneusement, de son côté, d'imposer à ses auditeurs une prise de position. Comment fait-on, Charles Girard, pour, quand on enseigne et quand on fait des recherches en philosophie sur les sujets qui vous préoccupent, de manière générale, on va préciser au cours de l'émission, qui concerne l'espace public, pour essayer de produire de la clarté, d'éveiller le sentiment de responsabilité chez son lecteur, comme l'écrit Max Weber, sans pour autant, comme le disait Sartre en début d'émission, eh bien, se positionner comme un intellectuel qui pense à la place de quelqu'un d'autre? La première condition, c'est d'être au clair avec soi-même sur ce que peut être la tâche de la philosophie, et notamment de la philosophie politique. Et il y a une double difficulté ici, qui tient à la situation historique qui est la nôtre. La première, et c'est pas un hasard si cette très belle définition du rôle de la philosophie politique est donnée par un sociologue, par Max Weber, la première, c'est de tenir compte d'un changement dans le statut de la philosophie qui est lié à l'émergence des sciences sociales et des sciences humaines, de ce que Weber appelait les sciences de la culture. Donc du fait que la philosophie ne peut plus prétendre avoir le monopole de la théorisation du politique ou de la société, ou de la compréhension rigoureuse de ce que sont les logiques sociales et politiques. Ça signifie, on pourrait même dire d'ailleurs que la philosophie en fait se retrouve dans une relative situation de handicap, puisque lui manquent les formes de contrôle empirique qu'ont développé les sciences sociales et humaines. Donc il y a un travail de redéfinition de l'apport propre de la philosophie par rapport à la politique, et il faut savoir se tenir dans les limites de ce que peut faire en propre la philosophie. La deuxième contrainte dont il faut tenir compte, quand on essaye de définir pour soi-même ce que peut être la tâche de la philosophie politique, c'est le caractère résistant, persistant des conflits de valeurs, même leur irréductibilité aux yeux de Weber. C'est-à-dire le fait que le philosophe ne peut plus simplement prétendre de manière directe et immédiate poser des systèmes qui prouveraient de manière évidemment universellement valide ce qui doit être la position de valeur adoptée dans l'espace social. Si on tient compte de ces deux contraintes, que peut faire la philosophie politique ? Donc, quelle est sa tâche intellectuelle, mais aussi quelle est sa tâche vis-à-vis du public, vis-à-vis des étudiants, en tant que le philosophe est aussi professeur. Il me semble que Weber en donne une très belle description. On peut essayer d'éprouver la cohérence, en fait, de nos visions politiques, morales et sociales. On peut essayer de voir ce que sont les présupposés anthropologiques, psychologiques, métaphysiques, sociologiques, des positions
en présence, en affrontement dans l'espace public, des opinions qui entrent en conflit dans l'espace public, et on peut voir quelles sont leurs implications, notamment leurs implications juridiques et politiques. Autrement dit, il y a un travail qui peut être fait de mise en cohérence des positions et donc des visions politiques. Et c'est ce travail-là qui, lorsqu'on le soumet aux détenteurs de telle ou telle opinion, peut susciter, ou devrait viser à susciter, l'éveil de la responsabilité, selon la formule de Weber, et apporter quelque chose comme de la clarté. Mais du coup, faire ça, c'est forcément s'interdire de confondre le travail, l'apport du philosophe politique avec un travail de prophète ou d'oracle ou de professeur de morale qui viendrait nous dire ce que sont ultimement les positions qu'il faut tenir. C'est accepter que la tâche du professeur de philosophie et du philosophe face au public est une tâche qui ne peut absolument pas être dogmatique. C'est ça, donc arriver à éveiller le sentiment de responsabilité sans soi-même faire la morale, disons Sophie Guérard de la Tour. Oui, je partage tout à fait ce que vient de dire Charles Girard et je prolongerai juste peut-être en illustrant à partir des propres objets sur lesquels je travaille ce qu'il vient de dire, au sens où la manière dont je conçois la philosophie politique et l'objet que j'ai investi, qui est celui du multiculturalisme, consiste justement à éveiller la responsabilité des citoyens sans leur dicter une vérité préétablie sur les difficultés que posent les modèles classiques que nous avons adoptés pour gérer la diversité religieuse jusqu'ici dans l'espace public dit démocratique. Le modèle prévalent étant celui de la tolérance religieuse. L'idée que l'on va gérer la diversité religieuse sur le modèle, la diversité culturelle, sur le modèle de la diversité religieuse. Or, on se rend compte que c'est quelque chose de très difficile, dans la mesure où on ne peut pas privatiser les identités culturelles à la manière dont on privatise les identités religieuses, puisqu'un État ne peut pas être complètement neutre d'un point de vue culturel. Il peut être neutre religieusement, confessionnellement, ne pas défendre une église officielle. En revanche, il devra promouvoir une culture officielle à travers un drapeau, par exemple, à travers un hymne officiel national, à travers des jours fériés, et qui généralement trahissent une orientation ethno-culturelle, la domination d'un certain groupe ethnique. Et donc, une fois qu'on a pris acte de cette non-privatisation, de l'impossibilité de privatiser complètement les identités culturelles et donc de l'inadéquation du modèle de la tolérance religieuse pour penser la tolérance culturelle, prendre conscience de cette réalité amène à se responsabiliser vis-à-vis de ce que nous devons en tant que citoyens faire pour assurer l'égalité démocratique à l'égard de populations qui s'identifient à différents groupes culturels. Donc, en ce sens-là, poser la question multiculturelle, par exemple, dans le contexte du républicanisme français qui est très rétif à cette question-là, ce n'est pas imposer un multiculturalisme d'emblée, mais c'est inviter les citoyens français à se poser la question de l'effectivité de leur modèle républicain, de ce qu'il produit, et à ce titre, en utilisant justement à la fois la philosophie politique qui pose la question de qu'est-ce que la République par rapport, par exemple, au libéralisme politique, et aussi en sollicitant les sciences sociales, en posant par exemple la question de qu'est-ce que c'est que l'intégration, on va pouvoir apporter des éléments au débat sans dicter une vérité. Alors, beaucoup de questions à partir de ce que vous venez de dire. La première, l'un et l'autre, vous avez fait référence aux sciences sociales. Comment fait-on pour articuler, disons, la sociologie, les sciences sociales et la philosophie politique sans se faire sociologue soi-même ? C'est évidemment la principale difficulté pour une approche de la philosophie politique. Ça ne nous est évidemment pas propre. Je pense que c'est propre à beaucoup de philosophes politiques de notre génération. De votre génération, voilà, c'est ça qu'il faut quand même préciser. C'était le cas avant. C'est pas du tout quelque chose qui a été inventé, mais je pense qu'il y a eu une ouverture aux sciences sociales croissante, un intérêt croissant pour les sciences sociales, qui sera manifeste aussi dans votre émission de demain sur l'anthropologie, j'imagine, et qui soulève, qui se heurte parfois à des formes de réticence, à des habitudes, peut-être à une forme de conservatisme, mais aussi à des inquiétudes qui sont motivées, qui sont réelles. En gros, le risque, c'est de simplement invoquer les sciences sociales à titre de caution, ou d'aller piocher quelques informations, quelques illustrations, de quoi justifier les prises de position qui en fait sont là dès le départ dans l'esprit du philosophe et qui vont juste trouver à s'incarner dans le réel, à avoir un regain de légitimité. La difficulté, c'est de voir comment on peut laisser vraiment prendre au sérieux ce que font les sciences sociales en fait, et laisser leur rapport, leur méthode et leurs résultats renouveler la manière dont on formule les problèmes philosophiques, renouveler les objets sur lesquels on travaille, et renouveler aussi du coup la manière de conceptualiser en fait, le travail proprement conceptuel, le travail de raisonnement qui est propre aux philosophes. Et c'est une difficulté face à laquelle on répond tous de manière un petit peu différente, avec une part sans doute de bricolage. Ce qui est sans doute le point de départ, j'imagine, c'est de ne pas prendre la confrontation aux sciences sociales comme venant en aval, comme venant une fois qu'on a développé un principe ou des modèles philosophiques qui n'auraient plus qu'à s'appliquer.
Donc par exemple, une partie de mes travaux porte sur les théories de la démocratie et en particulier sur les manières dont on conceptualise le débat public en démocratie. Pourquoi dans des régimes qui prétendent réaliser l'égalité politique, est-il si important, pensons-nous qu'il est si important que un débat public, un espace public équitable, inclusif, rationnel, critique, puisse se développer? Et quelle forme cela peut-il prendre? Il me semble qu'on ne peut plus se poser ce type de questions en se référant simplement à des modèles comme le Forum athénien, l'Agora ou une assemblée locale. Il faut partir de ce qu'est la communication publique dans les régimes complexes, de grande taille, dans les régimes de masse en fait que nous connaissons. Et pour ça, il faut partir de ce qu'est la communication médiatique. Et pour ça, il faut partir de la sociologie. Il faut partir de ce que nous apprend la sociologie des médias, la sociologie de la communication, la sociologie de l'espace public, sur les canaux particuliers, les effets de fragmentation, d'asymétrie, de polarisation, de radicalisation, qui sont propres à la communication de masse et qu'on ne trouve pas dans une communication en petits groupes. Et donc c'est les sciences sociales qui vont nous donner les contours de l'objet, en fait, ici. Sophie Guérard de la Tour. Oui, en fait... c'est vrai que je pense qu'il ne faut pas radicaliser la frontière disciplinaire, sciences sociales, philosophie, dans la mesure où, par exemple, quelqu'un comme Durkheim était à la fois philosophe et fondateur de la sociologie, et beaucoup de grands sociologues, Bourdieu ou d'autres personnes, sont des agrégés de philosophie, sont passés par la philosophie. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a... excusez-moi, par là. Les sociologues sont passés par la philosophie, oui. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un effet historique de l'institution qui a marqué ces frontières disciplinaires, mais que parfois il y a des passerelles et donc des discussions et des passages de frontières possibles. Donc, ça, c'est une première remarque. J'ajouterais à cela que je partage tout à fait ce qu'a dit Charles Girard, mais effectivement, tout va dépendre de l'objet que vous fixez. L'objet dont j'étais partie, c'était la question de l'intégration de groupes culturellement divers dans une même communauté politique. Et quand vous voulez poser cette question de l'intégration, effectivement, on ne peut pas s'en tenir à une réflexion abstraite. Il s'agit d'aller voir du côté de la sociologie comment fonctionne l'intégration. Et là, quand on va lire les textes des sociologues de l'intégration, on constate qu'en fait, il y a des présupposés normatifs qui sont parfois non explicités par ces sociologues, qui structurent leur travail, qui structurent leur choix d'objets ou de méthodes et qui aboutit à des positions radicalement différentes entre, par exemple, Dominique Schnapper dans la communauté des citoyens, qui va avoir une approche très universaliste, qui va défendre une forme de républicanisme qu'on pourrait appeler orthodoxe, où il s'agit de transcender les particularismes, et elle s'appuiera sur Durkheim notamment pour défendre cette lecture-là. Mais vous pourrez avoir des sociologues de l'intégration postcoloniale, comme les travaux de Abdelali Hadjad, qui va montrer que l'idée même d'intégration est raciste, produit des effets d'exclusion, et donc tout en mobilisant lui aussi la sociologie, produira un discours qui, d'un point de vue normatif, aboutit à des positions complètement opposées. Donc voilà, on a un objet, dans mon cas l'intégration, qui va m'amener à convoquer une science sociale parmi d'autres, parce qu'on parle des sciences sociales au pluriel, mais bien souvent, Charles parlait de bricolage, alors je ne sais pas si c'est du bricolage, mais on va voir du côté de la science sociale qui traite le plus précisément notre objet, moi l'intégration, et une fois qu'on observe les sociologies de l'intégration, on constate qu'en tant que philosophe, on peut en faire une lecture qui décrypte, qui détecte... Et qui ne soit pas normative, du coup, c'est ça? Sans être normative, mais comme le disait l'extrait de Max Weber, qui va clarifier, en fait, les positions de valeur qui sont sous-jacentes. Je crois que c'est une force d'une société comme la nôtre de pouvoir intégrer des gens qui, s'ils étaient encore dans leur pays d'origine, seraient dans des conflits horribles, ensanglantés. Oui. Le Québec a donc ce pouvoir, de par la culture des droits qui la caractérise, de par l'harmonie sociale générale qui caractérise le Québec, de pouvoir libérer les femmes qui veulent porter le voile sans avoir à tenir compte de ce qui se passe ailleurs. Écoutez, je vais une anecdote. Il y a dans mon quartier, Notre-Dame-de-Grâce à Montréal, un magasin iranien. Et un jour, je discutais avec un des propriétaires et il semblerait qu'on m'identifie très facilement comme étant un juif d'Europe de l'Est. Et il m'a dit, vous savez, ce qui est formidable avec ce pays, c'est que si nous étions là-bas, nous serions des ennemis jurés. Ici, nous sommes des frères. Nous pouvons recréer nos liens ici, nous pouvons recréer nos relations ici d'une manière qui est libérée des tensions, des oppressions de ces pays-là. Donc, encore une fois, je pense que nous avons tendance à ne pas reconnaître la force qu'a notre société pour prendre ce genre de symboles, les désamorcer de leur signification, les significations qu'ils auraient ailleurs, et de permettre aux gens de les porter librement pour les motifs qui leur appartiennent. Les critères traditionnels relatifs aux droits de l'être humain ne permettent tout simplement pas de répondre à quelques-unes des questions les plus importantes et les plus difficiles soulevées par l'existence des minorités culturelles. Quelles langues doivent être utilisées au Parlement, dans l'administration et dans les tribunaux? Chaque groupe ethnique ou national doit-il disposer dans sa langue maternelle d'un système éducatif financé par l'État?
Il ne s'agit pas de dire que les droits traditionnels de l'être humain ne constituent pas de bonnes réponses à ces questions. Il y a un problème tout simplement parce que ces droits traditionnels ne nous donnent souvent pas de réponse du tout. Le droit à la liberté d'expression ne nous dit pas ce qu'est une politique linguistique adéquate. Le droit de vote ne nous indique pas comment doivent être tracées les frontières politiques, pas plus qu'il ne nous renseigne sur la façon dont les pouvoirs doivent être répartis entre les différents niveaux de gouvernement. Le droit de se déplacer librement ne nous indique pas ce que devrait être une politique valable d'immigration et de naturalisation. Ces questions relèvent toujours, à l'intérieur de chaque État, du processus habituel de prise de décision fondé sur la primauté de la majorité. Je soutiendrai que cela a eu pour conséquence d'exposer les minorités culturelles à d'indéniables injustices de la part des majorités et d'exacerber les conflits ethnoculturels. France Culture. Les nouveaux chemins de la connaissance. Adèle Van Drent. On va continuer à interroger votre conception du rôle du philosophe aujourd'hui dans l'espace public, Sophie Garard de la Tour et Charles Girard, en entrant dans le cœur de vos travaux. On vient d'entendre Daniel Weinstock qui du coup proposait un témoignage de là où il vit au Québec en insistant sur la force intégratrice de la société qu'il ne faudrait pas sous-estimer. Et à la suite de ce témoignage, j'ai lu un extrait du philosophe canadien Will Kymlicka qui enseigne en ce moment en Ontario. Et alors Sophie Garard de la Tour, je vais vous laisser le présenter parce que je constate qu'en France aujourd'hui on peut faire des études de philosophie assez longues sans jamais avoir entendu parler de Kymlicka. Oui, alors Will Kymlicka est donc un philosophe canadien anglophone qui travaille à Queen's University en Ontario. C'est un philosophe qui s'inscrit dans la tradition du libéralisme politique de John Rawls et qui propose de compléter la théorie de la justice rawlsienne en ajoutant à la liste des biens sociaux premiers de Rawls cette idée que l'appartenance culturelle est un bien social premier, qu'un État démocratique et libéral doit garantir, notamment dans le cas des minorités lorsque ce droit est menacé, parce que l'appartenance culturelle nous offre un contexte de choix qui donne sens à l'exercice de notre autonomie individuelle. Alors, il est vrai que Kymlicka reste assez peu connu. Alors, c'est en train d'évoluer, mais il reste assez peu connu en France, notamment du grand public, des étudiants de premier cycle. Donc, ce sont des choses qui changent. Ça s'explique en partie du fait de l'interdisciplinarité, parce que c'est quelqu'un qui est à cheval entre la philosophie et la science politique, dans la mesure où il s'efforce d'essayer de voir in concreto comment les politiques culturelles se mettent en place. Donc, si vous voulez, il est d'une certaine manière beaucoup plus connu à Sciences Po Paris qu'à la Sorbonne. Mais ça reste un philosophe qui propose une justification philosophique de ces politiques multiculturelles. Et ce qui est très intéressant dans le fait d'avoir choisi ces deux philosophes canadiens, l'un québécois, l'autre ontarien, c'est de rappeler que le multiculturalisme, en fait, ne désigne pas uniquement le fait de la diversité culturelle dans nos sociétés contemporaines, alors que c'est souvent la façon dont on l'utilise dans les discours publics français. Le multiculturalisme renvoie à un projet politique. Et le Canada est le pays qui a été le plus loin dans l'actualisation de ce projet politique en faisant du multiculturalisme, par exemple, un principe constitutionnel. C'est la seule démocratie occidentale qui le considère comme tel. Et en mettant en place toute une administration qui organise ce multiculturalisme dans l'État canadien. Et donc, ces politiques multiculturelles se traduisent par des droits très précis qui répondent aux questions laissées sans réponse que vous avez listées dans le texte. Dans son ouvrage Citoyenneté multiculturelle. Voilà, le texte, oui, c'est vrai que j'ai oublié de citer le principal texte qui a fait connaître Will Kymlicka, c'est La citoyenneté multiculturelle, une défense libérale des minorités. Et libéral renvoie ici à Rawls. Il a écrit depuis de nombreux livres et c'est vrai qu'il reste moins connu que Charles Taylor qui n'a écrit que 12 pages sur la question du multiculturalisme percé dans la politique de la reconnaissance. Voilà. Et donc, ce qui est vraiment important, c'est de comprendre que le multiculturalisme passe par des réformes institutionnelles, des politiques publiques, des droits culturels qu'on va accorder aux groupes pour préserver justement, d'une certaine manière, leur possibilité d'avoir accès à leur contexte culturel. Et qu'une fois que ces institutions sont mises en place, ça a des effets intégrateurs. Ce que décrit Weinstock dans son témoignage. Généralement, quand on parle de multiculturalisme en France, on le voit comme quelque chose qui trahit la crise de l'intégration, le repli identitaire des minorités sur elles-mêmes, le refus de s'intégrer, le manque de bonne volonté d'intégration, alors que dans le projet politique canadien, ce qu'on voit, c'est que c'est exactement l'inverse qui se passe. Le but de ces institutions qui relèvent du multiculturalisme est précisément d'intégrer
les immigrés, les minorités nationales, les peuples autochtones, de leur montrer qu'ils ont leur place dans la nation canadienne, qui se définit d'ailleurs par l'image de la mosaïque, la nation mosaïque, et que sans ces institutions-là, l'intégration faillirait. Donc voilà, je pense que... Mais au fond, la question du multiculturalisme, elle est à la croisée entre une réflexion sociologique, vous l'avez dit, sociale au sens plus large du terme, culturelle et politique, puisque la question est de savoir quelle identité politique nous pouvons accorder à une identité qui, elle, se définit comme étant culturelle. C'est cela ? Une identité multiculturelle, vous voulez dire? Oui, c'est ça. Le multiculturalisme, c'est ça. C'est comment des revendications culturelles vont pouvoir constituer un tout, que ce soit une nation ou autre, qui soit d'ordre politique et qui soit représentatif de ces cultures. Tout à fait, c'est le problème de la possibilité de cette mosaïque. Comment la mosaïque peut-elle tenir? Alors, je pense que l'intérêt de ces pratiques, c'est de comprendre que nous devons renoncer à l'idée qu'il doit y avoir une corrélation entre l'unité politique et l'unité culturelle, de la même manière qu'on a renoncé à la corrélation entre unité politique et unité religieuse. On n'a plus besoin d'une religion officielle pour unir les citoyens. Et ça, on a plus de mal en France à le faire. Ah, tout à fait. Charles Girard, sur cette question. Oui, bien sûr, on a plus de mal. C'est lié notamment au problème de mécompréhension ou de traduction. Le mot multiculturalisme renvoie à toute autre chose en France. Ouais. C'est utilisé souvent comme un épouvantail dans le discours public pour renvoyer à ce qui est perçu comme une volonté on parle aussi de communautarisme, de repli sur soi, de non-intégration précisément. Donc complètement à rebours du sens que ce terme prend dans le travail proprement philosophique ou en théorie politique dans différentes disciplines. Et ça renvoie à ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire à la difficulté qu'il y a pour le philosophe politique à assurer ce qui est aussi sa responsabilité vis-à-vis de la manière dont les termes du débat public sont façonnés et sont posés. C'est-à-dire qu'il y a un travail de retraduction qui est à faire si on veut vraiment prendre la parole pour tout en maintenant la spécificité et la rigueur de ce qui fait le discours philosophique, et si on veut éviter de simplement, en prenant la parole, retomber sur la compréhension du sens commun, et se faire juste le porte-voix d'idées, d'idéologies qui n'ont pas besoin de la philosophie pour s'exprimer, qui n'ont pas besoin de la caution de la philosophie non plus. Ça, c'est très difficile, alors, de se faire entendre en tant que philosophe, c'est ce que vous dites. Comment vous faites? Vous écrivez des livres, du coup? C'est très difficile, il y a une double. D'abord, il faut une sorte d'éthique de l'intervention. Je pense que la plupart de nos collègues la vivent. Et donc, il y a un choix à faire. Il existe une forte sollicitation, en particulier en France, de la philosophie. En ce moment, en tout cas, oui. En ce moment, en tout cas, liée notamment à un mouvement naturel, totalement compréhensible et légitime, de demande de compréhension, de demande de sens, d'interprétation dans l'immédiat, notamment par rapport à l'actualité. Et le problème, c'est que la philosophie est, à mon avis, très mal armée, très mal placé pour répondre comme ça à une demande de sens immédiate, pour proposer des grilles de lecture en direct. Et donc il y a une sorte de contrainte à laquelle il faut, je crois, se soumettre soi-même, qui consiste à se demander si on aura les conditions de porter une parole qui pourra rester ancrée dans notre pratique philosophique, dans notre travail, là où on veut parler. Donc ça implique des contraintes de temps, de relative liberté dans l'orientation de la discussion. Et puis il y a une deuxième contrainte, ça renvoie à la question de la figure de l'intellectuel et de l'intellectuel universel dont on est parti avec Sartre. Il y a une deuxième contrainte, il me semble, qui est de s'astreindre à ne parler que de ce qui constitue pour nous un véritable objet de travail. C'est-à-dire, je suis assez méfiant, personnellement, tout le monde n'est pas d'accord évidemment sur ce point, vis-à-vis de la pulsion universaliste qui autorise le philosophe à prendre la parole dans l'espace public pour improviser sur n'importe quel thème. Ce qui ne veut pas dire que la philosophie, elle, n'a pas une ambition et une portée universelle, pouvant s'attaquer à tous les objets, bien sûr, mais ça ne nous autorise pas individuellement à nous faire spécialistes en toute chose. Ce qui rend quand même la question très difficile, et là finalement c'est une mise en abîme de vos réflexions, puisque la question est de savoir à partir de quand le philosophe se sent légitime à intervenir sur un sujet dont il est spécialiste, ou pas d'ailleurs, donc il se sentirait illégitime quand il n'en est pas spécialiste, mais pour autant peut-être aussi se forcer à y aller même quand les conditions ne sont pas idéales, sinon au risque que le philosophe ne se fasse pas entendre du tout. Sophie Garard-de-la-Tour. Je voudrais peut-être compléter en compliquant un peu la notion de public. À quel public s'adresse-t-on? Bien évidemment, il y a le grand public. Je ne sais même pas si ça renvoie à quelque chose de bien précis. Ouais. Mais nous avons un public très régulièrement devant nous. Ce sont nos étudiants et ce sont nos collègues. Quand on fait cours, quand j'organise un séminaire sur le multiculturalisme, je touche
beaucoup d'étudiants qui, en plus, c'est un public réceptif, intéressé par la question, puisqu'ils sont libres de venir assister à ce séminaire ou pas. Donc, et ce sont des gens qui ne deviendront pas tous, parce qu'on pourrait dire oui, mais ce genre de prise de parole cultive l'entre-soi. Non, parce que nos étudiants ne deviendront pas tous chercheurs en philosophie, professeurs de philosophie, et donc ils deviendront journalistes, éditeurs, spécialistes en communication. Et j'ose espérer que les changements, si un message peut passer, ça passera aussi par ce biais-là. Et puis après, dans les colloques, il y a des étudiants qui viennent assister, des personnes de la société civile qui viennent assister aux colloques. Ce sont aussi des publics auxquels nous nous adressons et qui sont des vecteurs de cette manière de penser plus rigoureuse. Et peut-être aussi une remarque sur le fait que sur mon objet de recherche, la prudence dont parlait Charles Girard et l'éthique de l'intervention, les difficultés que pose cette éthique de l'intervention, on ne sait pas trop quand il faut intervenir ou pas, elle est redoublée par le fait que la question du multiculturalisme en France est ultra politisée. Elle est ultra instrumentalisée par les partis ethno-nationalistes et on le voit bien à l'heure actuelle dans le glissement des catégories. Le fait que le Front National s'appelle les Patriotes, que l'ex-UMP ait décidé de se rebaptiser les Républicains, alors que ce sont des notions clés de la tradition républicaine française, et il donne à ces étiquettes politiques un sens complètement contraire à l'idéal républicain, qui est de dire que nous sommes tous égaux en dépit de nos origines, de nos différences, alors que, au contraire, dans leur discours, c'est une manière de... Voilà, ce terme est récupéré, il est cannibalisé pour défendre une vision ethno-nationale de la communauté nationale. Donc là, il y a un tel phénomène de récupération, si vous voulez, ça soulève de telles passions politiques sur cet objet-là que parfois, c'est vrai que moi, je me heurte à un mur, à des gens qui tout simplement ne veulent pas entendre. Parce que le débat est déjà trop politisé, trop instrumentalisé. Et donc, il faut vraiment faire attention au type de personnes à qui on va adresser ce discours et pour savoir s'il sera audible. Redéfinir le public, vous disiez ce qu'on entend par public, grand public ou même espace public, et c'est vrai que peut-être une des tâches du philosophe, en tout cas tel que le travail du philosophe tel que vous le menez l'un et l'autre, et c'est peut-être de définir les termes que l'on emploie. Il y a des termes qui vous sont communs à l'un et à l'autre dans vos objets de réflexion. Charles Girard, vous posez la question de savoir comment on régule la question du conflit des opinions au sein dans l'espace public justement. On peut vous interroger aussi sur la contestation dans cet espace public. Vous avez parlé de l'importance des médias aussi, de voir comment on peut investir cet espace-là ou pas, justement pour se faire entendre. On retrouve aussi la notion, alors quel est le bon terme, je sais pas, on dit espace public, le vivre ensemble, l'espace commun, tisser les liens, disent les personnages politiques, sur ce qu'on appelle république aujourd'hui et tout ce que la république implique comme devoir, comme droit, et va proposer comme espace de réflexion. Alors je vous propose qu'on écoute tout de suite deux extraits, deux visions différentes de ce que devrait être la République, et puis vous nous direz après ce que vous en pensez. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, une situation irrégulière ne peut conférer plus de droits qu'une situation régulière et légale. Je demande à Éric Le Doiron, qui connaît bien le sujet en tant qu'ancien directeur de la PAF, de faire preuve d'une fermeté absolue dans la lutte contre l'immigration illégale. La règle générale est claire, les clandestins doivent être conduits dans leur pays. Et c'est dans cet esprit, d'ailleurs, que j'ai demandé au ministre de l'Intérieur de mettre un terme aux implantations sauvages de campements de Roms. Ce sont des zones de non-droit qu'on ne peut pas tolérer en France. Il ne s'agit pas de stigmatiser les Roms, en aucun cas. Mais en tant que chef de l'État, puis-je accepter qu'il y ait 539 campements illégaux en 2010 en France? Qui peut l'accepter? Le droit s'est emparé de la République. Et la République s'est réduite à un état de droit. La République n'a pas été conçue comme ça. La République a été s'est construite comme une légende collective, conférant une identité, une dignité aux citoyens. C'était sans doute lié à toutes sortes de cultes rétrogrades, comme celui de la nation, de la mère patrie, etc. Quoi qu'il en soit, la juridicisation des rapports sociaux a créé un considérable vide imaginaire et un vide d'appartenance. Donc besoin d'identification. À quoi s'identifie-t-on? Qu'est-ce que la République offre comme mythe d'identification? Elle en offre sans doute de moins en moins, en sorte que chacun se bricole une identité comme il peut, avec les moyens du bord, c'est-à-dire se bricole une fierté finalement, et a besoin de la montrer, cette fierté, et a besoin de faire corps. Ce qui se passe au-delà des épiphénomènes comme le voile ou les questions politiques me semble vraiment nous obliger à un retour de l'Occident sur lui-même et sur ses présupposés.
comme les amis de tes amis sont mes amis, chérie. S'ils envahissent la maison, faut se faire une raison. Fermons les yeux sur leur folie, mais gare à l'argenterie. Et disons-leur encore merci de nous avoir choisis. Faut voir du monde, faut voir du monde, à la maison des bons copains, à quelle joie profonde. Faut voir du monde, faut voir du monde, des beaux garçons aux cheveux bruns et des minettes blondes. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Il est 10h32. Faut voir du monde, chante Francis Blanche, pardon. Oui, mais quel monde et de quelle culture, c'est la question. Une des questions que nous nous posons aujourd'hui en compagnie de Sophie Guérard de la Tour, maître de conférences en philosophie poétique, quel beau lapsus, politique, à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, directrice adjointe des publications de la Sorbonne et qui a publié donc notamment Étant donné le pluralisme sous votre direction, ainsi que celle de Marc-Antoine Dillac, le multiculturalisme a-t-il un avenir? Chez Hermann en 2013, vers la République des différences, c'était en 2009 aux presses universitaires du Midi. Et à vos côtés se trouve Charles Girard, maître de conférences à la faculté de philosophie de Jean Moulin, Lyon 3. Charles Girard, vous dirigez la collection Le Diable Autrement, chez Hermann. L'avocat du diable. L'avocat du diable, pardon. Je ne sais pas pourquoi je dis le diable autrement. Le diable autrement, c'est une très bonne revue. Voilà, bon, très bien, ça fera de la pub pour la revue en passant. Et je cite notamment l'anthologie de textes fondamentaux sur la démocratie délibérative que vous proposez avec Alice Le Goff dans votre collection, donc L'avocat du diable, chez Hermann. Voilà, alors en ce moment même, les candidats qui passent le bac ont 4 heures pour plancher sur un sujet qu'ils auront choisi, des très beaux sujets d'ailleurs, et vous avez l'un et l'autre moins de 20 minutes pour rebondir sur les deux extraits qu'on vient d'entendre, qui sont pourtant extrêmement riches. D'abord, discours de Nicolas Sarkozy à Grenoble le 30 juillet 2010. On entend le motif invoqué pour lutter contre, soi-disant, l'immigration, les Roms, dit-il, et celui de l'illégalité. Le problème, c'est la zone de non-droit, nous dit-il. Ce à quoi Régis Debray lui répondait, enfin c'est un montage fait par Nicolas Berger, c'était un extrait de France Culture du 2008, Le sens des choses. Ce à quoi Régis Debray répondait donc, que le droit s'est emparé de la République et cette juridicisation des rapports sociaux a créé un vide imaginaire. La République n'a plus de sens et du coup, on se bricole une sorte d'identité un peu faiblarde. Qu'en pensez-vous, Sophie Guérard de la Tour ? Alors, sur l'extrait du discours de Nicolas Sarkozy, en fait, on voit très bien de quelle manière le républicanisme qu'il prétend incarner a dérivé vers une forme de xénophobie institutionnalisée, dans la mesure où cette façon de pointer du doigt une communauté, un groupe ethnique, les Roms, comme il le dit très clairement dans le discours, c'est quelque chose qui est anti-républicain. Et sous son gouvernement, il y avait une directive Hortefeux qui mentionnait explicitement les Roms dans l'évacuation des campements illégaux et qui est une directive qui a été condamnée par l'Europe comme étant justement quelque chose d'inadmissible au regard du droit européen. Il ne faut pas oublier que ces illégaux, en fait, ne le sont pas toujours, dans la mesure où la plupart de ces Roms migrants sont des Roumains, et que il y a une liberté de circulation, la Roumanie faisant désormais partie de l'Europe depuis 2007, entre la Roumanie et la France. Donc, d'une certaine manière, ils ont le droit d'être là, mais ils sont soumis malgré tout à un régime dérogatoire qui font qu'ils n'ont le droit d'être là que 3 mois, et qu'au bout de 3 mois, ils tombent dans l'illégalité. Alors, ils repartent, généralement, ils reviennent, mais donc c'est très flou, et le problème vient précisément de ce statut dérogatoire qui les place dans l'illégalité, et que, bien évidemment, Sarkozy se garde bien de mentionner. Donc, pointer l'importance du droit, bien évidemment que le droit est fondamental en démocratique, mais ce droit répressif qui tombe sur une communauté qu'il prétend ne pas stigmatiser, mais que de fait il stigmatise, c'est problématique d'un point de vue républicain. Quant à l'extrait de Régis Debray, à mon avis, on est complètement sur un autre registre. L'idée, c'est que le républicanisme se distinguerait du libéralisme politique ou de ceux qu'on appelle les démocrates, dans la mesure où elle insisterait plus sur l'aspect communautaire, le fait qu'il faut faire communauté de citoyens, alors que les démocrates seraient centrés de manière plus individualiste sur les droits de la personne. Je pense que cette distinction ne tient pas, que cette perte d'imaginaire, cette faiblesse symbolique que déplore Debray, en fait, vient du fait que justement, peut-être que les républicains actuels ne croient pas suffisamment à la puissance évocatrice, à la puissance intégratrice des droits, et que si on respectait vous retournez finalement l'argument de Régis Debray. Je pense qu'on doit fonder la puissance imaginaire de nos démocraties occidentales, et notamment de celles qui sont dans cette tradition républicaine, sur le respect des droits, sur l'idéal de justice, qui est la dernière foi commune, pour utiliser l'expression de Durkheim, qu'ont les
peuples modernes. Ils peuvent plus se retrouver dans des traditions, des héritages culturels communs parce que nous sommes trop différents. Mais la seule foi commune qui est la nôtre, c'est la justice, c'est l'impératif de justice. Et donc ne pas respecter la justice, ne pas prendre au sérieux le droit des migrants roms, ça pose problème pour toute la communauté nationale. Mais c'est là où c'est pervers, parce que finalement Nicolas Sarkozy, dans son discours, invoque la justice et invoque le droit pour renvoyer les clandestins, comme ils les appellent chez eux. Mais c'est la justice, il y a une certaine conception de la justice, c'est un droit répressif, un droit qui justement criminalise une population qui ne mérite pas de l'être. Donc il faut donner un sens à ce droit et à cette justice. Le terme même ne suffit pas, faut-il préciser. Raison. Tout à fait. Et il me semble que justement, pour préciser ce que doivent devenir les droits des individus dans des sociétés diverses, multiculturelles, ça oblige à prendre au sérieux la situation des minorités culturelles et se poser la question des raisons pour lesquelles certains groupes restent des citoyens de seconde classe, ne sont pas pleinement reconnus, pas pleinement intégrés à la communauté nationale. Et alors là, ça ne concerne plus les Roms migrants, mais ça concerne les populations immigrées et les descendants d'immigrés en France qui continuent de pâtir d'une forme de déni de reconnaissance dans l'espace public. Et quand les droits de ces personnes sont vidés de leur sens à cause de ce déni de reconnaissance, il me semble que l'idéal de justice n'est pas pris au sérieux. Charles Gérard. Oui, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Sophie Gard-Latour sur le caractère très superficiel et à mon avis artificiel de cette distinction entre droit d'un côté et puis imaginaire, valeur de l'autre. Les décisions juridiques reposent sur des raisonnements qui font appel à des principes, à des normes, à des valeurs. Et lorsque l'État applique des normes juridiques, il exprime quelque chose. Punir tel délit plutôt qu'un autre, construire un délit en crime, choisir d'appliquer de manière plus sévère, de durcir ou non une politique répressive, c'est tenir un discours sur les valeurs qui renvoie à une image des principes sur lesquels la communauté politique est censée reposer, sur sa compréhension de ce qu'est l'égalité, sur sa compréhension de ce qu'est la justice. Et il y a un deuxième élément qui renvoie à ce que vous disiez tout à l'heure, quand vous disiez qu'il y avait à la fois le niveau de l'espace public, du conflit des opinions, du conflit de l'affrontement des discours, et puis le niveau de la communauté sociale, du type d'intégration, de coopération sociale qui existe. Là, on a, avec les Roms et avec la politique menée vis-à-vis des Roms depuis des années, par les différents gouvernements, un exemple clair de l'articulation du lien interne très fort entre une forme de relégation dans la société, de non-intégration, d'expulsion à la périphérie des agglomérations urbaines, parce qu'on n'en veut pas, parce qu'il n'y a pas d'espace à l'intérieur, et d'autre part, l'absence d'inclusion dans la sphère discursive. C'est-à-dire que avec les Roms, on a vraiment l'exemple d'un groupe dont la représentation, qui en tant que groupe objet du discours politique, est essentiellement construit par d'autres agents, par les autorités publiques, par les autorités municipales, par quelques associations, et même si cette identité Rome peut être réutilisée par des individus concernés, qui ne sont pas roms, parce qu'il y a plein de roms non migrants en France, donc de toute façon cette étiquette est complètement absurde si ce qu'on a en tête c'est les campements illégaux en bordure des villes. Mais même si cette étiquette peut être parfois réutilisée dans des buts de contestation ou de défense de leurs droits, on est là face à l'exemple d'un discours omniprésent sur une catégorie de la population qui n'a pas les moyens de participer à la définition de sa propre représentation dans l'espace public. Ça c'est très clair. Et donc là, tous les deux, en tant que philosophes précisément, donc aujourd'hui je vous pose la question, vous avez le loisir, vous êtes invités à répondre à cette question-là, à exprimer votre opinion, et en l'occurrence donc votre opinion, c'est-à-dire aussi le fruit de vos recherches. Comment faites-vous lorsque vous assistez à ce qui s'est passé, c'était il y a un an, est-ce que vous n'êtes pas frustré de vous dire mais je n'ai pas une intervention suffisante pour me faire entendre et essayer de faire évoluer les choses dans le bon sens? Est-ce que ça suffit d'écrire des articles dans ces cas-là, en clair? Est-ce que ça suffit Alors ça, c'est une question que nous nous posons tous chaque jour. Oui, c'est bien pour ça que je la pose. Ça renvoie à ce que nous disions tout à l'heure. C'est-à-dire que il est évident que d'abord la temporalité du travail intellectuel est très longue. Nous écrivons avec des échéances, dans l'espoir de trouver un public dans l'avenir, dans le futur, pas juste immédiatement. Et donc tout espoir de voir notre travail, le travail des philosophes politiques en général, le travail des philosophes en général, avoir un impact direct sur l'action publique est empreint d'un très grand optimisme. Ça signifie pas que ce travail soit inutile, ça signifie certainement qu'il ne peut pas en lui-même orienter l'action publique ou simplement façonner les termes du débat public, et que donc un autre travail est nécessaire. La question est de savoir si c'est aux mêmes personnes de le faire. Si la transformation du discours qu'implique la prise sur l'action, le travail d'influence, de débat à la radio, à la télévision, dans les journaux, dans tous les espaces non médiatiques mais qui sont des espaces publics, comme ceux qu'évoquait Sophie Gard-Latour, si ce travail-là, c'est aussi celui du philosophe politique. Et je pense qu'on peut pas apporter une réponse générale à cette question. Sophie Carin. On peut pas tout faire. Je pense que ça paraît difficile effectivement d'être à la fois les producteurs de ce type d'analyse qui demandent une temporalité très particulière et d'en être les diffuseurs. Nous le faisons en partie. Hein. J'étais ravie que vous m'invitiez. Je suis très contente de pouvoir être là pour parler de mes travaux. Mais c'est vrai que je suis aussi
c'est une question très délicate que vous nous posez et qui renvoie à nos doutes, à nos frustrations face effectivement à l'incapacité de faire passer certaines idées, mais qui sont collectives. Je veux dire, ça ne me concerne pas que moi, parce que sur les questions de l'immigration et l'intégration, ça fait 20 ans qu'on a des travaux qui disent très clairement, qui avancent des résultats qui montrent que la dérive ethno-nationaliste à laquelle nous assistons est une voie sans issue et quelque chose qui ne correspond pas à la réalité des relations sociales, qu'il n'y a pas de mauvaise volonté d'intégration, que les soi-disant replis communautaires sont généralement réactifs, liés à des difficultés d'intégration, liées à la discrimination, difficultés d'accès à l'emploi, au logement et autres. Donc toutes ces choses-là, je veux dire, on les sait, elles sont déjà diffusées en partie. La vraie question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que il y a un moment, donc je suis pas sûre que les prises de parole n'aient pas été faites. Moi, ma frustration et mon interrogation, c'est de savoir pourquoi est-ce que ce discours ne passe pas, qu'est-ce qui explique les blocages qui font que même si cette parole a été prise, cette parole publique a été prise par beaucoup de collègues qui travaillent sur des questions proches, pourquoi est-ce qu'elle est aussi inefficace? On en revient au rôle des médias ici dans la construction sans doute de cette opinion publique, du relais d'un travail qui est préparé, qui est fabriqué en amont, et de voir ce qu'il en reste lorsqu'on le diffuse auprès de ceux qui n'effectuent pas ce travail mais auxquels il s'adresse. Une autre manière d'aborder la question, c'est en revenant sur ce que j'évoquais tout à l'heure, Charles Gérard. Vous travaillez notamment sur la question de la régulation sur la régulation de la question du conflit des opinions dans l'espace public, et notamment la question de comment on passe de la liberté d'expression à l'incitation à la haine. Jusqu'où la liberté d'expression peut-elle aller sans tomber dans une forme d'incitation à la haine? Alors je vous propose qu'on écoute deux autres voix tout de suite. Oreilles sensibles, s'abstenir. Le crime contre l'humanité 1942-1944. Oui, jackpot. Alors, je sais, certains vont me dire, Dieudonné, attention, ce genre de discours devant un public pas averti, est-ce que ça n'est pas incité à la haine, antisémite? Non, je ne suis pas antisémite, que les choses soient claires. Bon, toi, ça te fait marrer. Non, je suis pas antisémite. Déjà, j'ai pas le temps. Et c'est ce que je disais à un passant juif l'autre jour que j'ai croisé. Enfin, je pense qu'il était juif. Le mec avait une kippa, donc à moins que ce soit un jeune humoriste qui se lance. Et le mec m'a capté immédiatement. Il m'a vu, tu sais, il est en liberté, qu'est-ce qui se passe? Calme-toi. Je vais pas te déporter. Le gouvernement, avec le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur et la garde des Sceaux, ont pris des instructions et élaboré une circulaire pour que nul ne puisse utiliser le spectacle à des fins qui seraient de la provocation et de la promotion de thèses ouvertement antisémites. Et ce n'est pas une affaire de circonstances ou une question de personne. C'est d'abord les principes de la République qui doivent être constamment rappelés. Car il y va de la crédibilité même de la justice et de l'autorité de l'État. Et voilà, on retrouve un président, un chef de l'État invoquer la justice et le droit pour justifier certaines actions. Tout à l'heure, c'est Nicolas Sarkozy qui voulait renvoyer les Roms, qu'il appelait les clandestins, à la frontière. Ici, c'est Hollande qui, au nom de la crédibilité de la justice et des principes de la République, on la retrouve, veut interdire donc le spectacle de Dieudonné, dont on vient d'entendre un extrait qui a précédé l'intervention de François Hollande et qui effectivement lui-même met en abîme cette incitation à la haine en disant voilà, va encore me dire que j'incite à la haine, pas du tout. Ce qui semble l'autoriser à proposer une autre blague encore plus antisémite qu'avant. Comment statue-t-on là-dessus, Charles Gérard? Alors, en fait, il faut au moins dissocier plusieurs questions. Il y a une première question très générale, qui est l'un des principaux dilemmes auxquels les régimes démocratiques, ou qui se pensent eux-mêmes comme démocratiques aujourd'hui, sont confrontés, qui est de savoir si la liberté d'expression implique la protection de ce qu'on appelle, dans un terme un peu valise, les discours de haine, donc les propos racistes, antisémites, islamophobes, homophobes. Est-ce que on peut à la fois défendre la liberté d'expression et punir ce type de discours, le fait que ça soit ce que fait le droit français a suscité des critiques, notamment à l'étranger, on a soupçonné le droit français d'être hypocrite sur ce point. Il y a une deuxième question qui, à mon sens, est distincte, qui est de savoir, même si elles sont liées, qui est de savoir si quel est le statut qu'on donne à l'humour, à l'image, à la caricature, à toutes ces formes d'actes expressifs qui expriment des idées, qui peuvent exprimer des idées racistes, mais qui ne sont pas des discours exactement. Alors, sur le premier point, tout dépend évidemment, et c'est pour ça qu'à mon sens,
c'est un très bon exemple du travail que la philosophie politique peut faire et la philosophie du droit peut faire. Tout dépend de la manière dont on comprend ce qu'est un acte expressif et dont on décrit ce type de propos. Ce que le gouvernement récemment, mais c'est une phrase ancienne, a beaucoup répété ces dernières semaines pour justifier le durcissement de la répression en la matière, c'est le racisme ou l'antisémitisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Le problème, c'est que c'est aussi une opinion. Le discours raciste profère aussi une opinion. C'est ce qui permet de dire qu'il est raciste. Et donc, on est face, avec ce qu'on appelle des discours de haine, à des discours qui posent un problème très spécifique. D'un côté, ils relèvent bien de la formulation d'opinion. Et généralement, dans la plupart des régimes qui se disent démocratiques aujourd'hui, la formulation d'opinion en tant que telle est protégée, même si ces opinions sont déplaisantes ou ignobles ou immorales, ou si elles offensent, ou si elles blasphèment, ou si elles sont contestables, ou si elles sont fausses. De l'autre côté, on n'est pas juste dans la formulation d'opinion, on est dans un effort de formulation d'opinion qui vise à provoquer, à inciter, à encourager l'adoption d'attitudes discriminatoires, d'attitudes violentes, de ce qu'on peut appeler, mais le terme est très vague, ça ne veut pas dire grand-chose, d'attitudes haineuses. Et donc, on est face bien à de la formulation d'opinion, mais qui produit des effets, et des effets qui peuvent être nuisibles. Et en même temps, niveau de complexité supplémentaire, ce qui est visé par ce type de discours, ce n'est pas un individu très précis ou un groupe exactement déterminé. C'est pas comme dans le cas de l'injure simple ou de la diffamation simple, qui sont évidemment punis parce qu'on estime qu'ils produisent des effets. Ce qui est visé, c'est un groupe ethnique, un groupe religieux, un groupe racial qui n'existe pas forcément en dehors du discours raciste. Donc, est-ce que le groupe racial visé par le discours raciste existe en dehors du discours du raciste ou de l'esprit du raciste? On peut en douter. Donc, on est vraiment à la zone limite qui fait que le critère qu'on utilise habituellement en matière de liberté d'expression, protection de la formulation d'opinion d'un côté, régulation des discours pouvant avoir des effets nuisibles de l'autre, est pas très opératoire. Il y a un deuxième problème qui est celui de savoir ce qu'on fait de toutes ces formes de discours qui ne sont pas faciles à interpréter. Et en réalité, je pense que le cas limite de la caricature ou le cas limite du discours comique, ou qui se prétend lui-même comique, est juste représentatif sous une forme plus saillante du problème que pose toute interprétation d'un acte expressif. C'est pourquoi, dès lors qu'on punit des discours de haine, ce qui me paraît justifié dans certains cas, mais là on est dans le domaine de l'opinion personnelle, dès lors qu'on les punit, on met sur les épaules du juge une tâche d'interprétation du sens des actes expressifs en contexte qui est très difficile à mener. Il me semble, pour ma part, que dans le cas de Dieudonné, alors ce qui est compliqué, c'est qu'on est face à un ancien comique d'un talent considérable, mais il est très difficile de maintenir que ce qui se passe dans son spectacle Le Mur, avec le contexte, avec les problèmes répétés, avec la répétition, l'insistance, le complément de discours encore plus radicaux dans des vidéos sur Internet, il est difficile de maintenir qu'on est juste dans le registre du comique et que la comédie n'est pas aussi l'instrument d'un discours qui a d'autres visées, d'un discours qui est antisémite. Ce qui ne veut pas forcément dire que toute forme de répression est bienvenue, parce qu'il y a aussi des effets qui peuvent être contre-productive de la répression. On peut se demander, par exemple, si la stratégie frontale, qui est aussi une stratégie de communication publique menée par le Premier ministre, n'a pas contribué à attirer une nouvelle visibilité à ces discours. Sophie Guérard, un tout dernier mot, on arrive à la fin de l'émission. Oui, juste pour compléter, Charles Girard parlait du contexte, le fait qu'on ne pouvait pas interpréter la position de Dieudonné sans savoir si c'était de l'humour ou pas, sans remettre en contexte tout ce qu'il fait en ce moment, mais je pense qu'il faut voir le contexte encore plus largement, se poser la question de quelle société a produit quelqu'un comme Dieudonné. Quelqu'un qui justement a rompu avec ses moons pour, au bout du compte, tenir ce genre de discours et prendre ce genre de position. Et il me semble que c'est quand même lié à une forme de mauvais républicanisme exclusif qui a conduit à des formes de radicalisation qui sont aux antipodes de la société beaucoup plus tolérante et ouverte que décrivait Weinstock dans son témoignage.